Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à tous, bienvenue sur Big QSO, enregistré encore une fois de plus à F6 KOT. Un super club, on a trouvé un petit endroit pour se mettre tranquillement pendant le CQ CW. Ils sont déjà bien avancés. En tout cas, merci à eux. Je reçois aujourd'hui David, 5SDD. J'espère que tu vas bien. Alors, je te laisse te présenter, te faire un petit coucou éventuellement. Oui, salut Dimitri. Merci de l'accueil, c'est sympa. Bon, c'est un peu frais, mais ça va. C'est assez sympathique au milieu des clous et des vis. Voilà, aujourd'hui, c'était la seule place où il faut aller aujourd'hui, de toute façon. Ça va aller nombreux aujourd'hui. C'est bien un peu petit vie comme ça, moi j'adore ça. T'as connu la radio comment? Comment ça t'est venu cette passion? En fait, c'est donc dans les années 81. J'ai commencé à faire de la CB. En fait, mon frère avait ramené un poste CB à la maison et la passion m'a pris complètement parce que c'était un petit peu de la magie, quoi. C'était magique, c'est ce petit poste, vous l'entendez du monde. Et je me rappelle donc mon premier QSO était vraiment hyper terrifiant. C'était j'étais dans la voiture, mais j'étais tout seul. J'avais dit tiens, je reste dans la voiture parce que j'aimais tellement cette CB que je disais bon, je vais rester là et puis je vais écouter s'il y a quelqu'un qui parle dans ce petit boîtier. Et d'un coup, j'ai entendu un gars appeler. Il était sur un bateau. Il était vers Port-la-Nouvelle en fait, sur un bateau, sur une vieille péniche. Et il a appelé et j'ai répondu et je suis resté au moins, je sais pas, au moins plus d'une minute à ne pas répondre parce que j'étais terrifié en fait de pas savoir ce que j'allais dire en fait au micro. Et le gars il me disait tu as un souci technique, allô, enfin tu es encore là et après quand j'ai repris le micro et que j'ai discuté avec lui, il m'a dit tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu as envie de dire, tu dis tiens c'est bon, tiens et depuis depuis ça a été passionnant pour moi parce qu'après dès que je voyais une antenne sur une voiture, ils disaient putain qu'est-ce qu'il a comme poste, qu'est-ce qu'il a celui-là, et dans tous les véhicules en fait j'allais voir tellement que j'étais passionné. Et j'étais vraiment attiré par ça, quoi. J'avais attrapé le virus, ouais. Ouais, c'est ça, le virus, c'est ça, c'est un vrai virus, mais un beau virus. C'est vrai que c'est pas mal. Et puis dans ces années-là, en 89, il y avait énormément de propagation. On entendait, il y avait des Américains, des taxis américains sur le 27 en AM. On entendait les gars en AM discuter et tout. Et c'était incroyable, quoi. Moi, j'entendais des trucs comme ça à mon âge. Je disais, putain, c'est pas croyable d'entendre des Canadiens ou des... T'avais quel âge à l'époque? J'avais 11 ans. 11 ans, ouais, donc c'est tout jeune. On branche au poste, maintenant, on a l'air un peu misère parce qu'on a Internet, on peut écouter le monde entier vachement facile. Mais à l'époque, dans les années 80, 81, c'est ça? C'est ça, 80. C'est pas évident de se dire, waouh, on vient de réceptionner quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, quoi, d'une façon complètement libre en plus, et complètement, enfin, c'est un bon signal, c'est une bonne radio. Il y avait de la propagation, il y avait tout ça en plus, donc c'est vraiment génial. Donc t'es passé sinistre, t'as commencé sinistre, puis après t'es devenu radio amateur. Comment s'est passé cette passerelle? Comment t'es devenu radio amateur? Si tu veux, il y a un moment donné de ma vie où sur la CINI, j'ai rencontré des OM qui venaient, en fait, il y avait un particulièrement qui m'a dit, mais passe ta licence, tu es en électronique, toi c'est une formalité, ce sera facile, tu pourras la passer facilement et tout ça. Donc il m'a dit, passe ta licence, et il a fallu, j'ai attendu de 81 jusqu'à 91. Ah oui, voilà. 10 ans à faire du 27, à faire des VX, et en 91, j'ai dit, tiens, allez hop, je vais passer ma licence. Donc en 91, je me suis décidé, d'abord, je me suis entraîné, en fait, à l'époque, c'était 3615 AMAT. On avait sur Minitel, on allait sur le Minitel, et puis on tapait, il y avait des questions, il y avait des questionnaires réglementation et tout ça. Il y avait de la technique, et on s'entraînait sur un Minitel, au lieu de s'entraîner sur l'ordinateur, c'était Minitel. Tu passais l'examen sur Minitel. Ouais, tu passais l'examen sur Minitel. Donc, il y avait déjà le support, et j'avais la chance d'avoir un Minitel et de pouvoir travailler dessus, donc sur 3615 AMAT. C'est pas de la publicité. Et comme j'étais en école d'électronique, je dis bon, ben ça va, il y a que la partie réglementation qu'il faut apprendre et tout ça. C'est vrai. Et j'ai appris aussi la télégraphie en même temps. En fait, j'ai des copains, ils m'ont donné des cassettes audio dans une avion son. Ouais, alors c'est ça.
Et il m'a donné des cassettes, il m'a dit, bah, tiens, entraîne-toi avec ça. Alors, je m'entraînais à faire de la télégraphie avec ça. Et puis, je lisais les paliers d'immatriculation, je lisais tout ce qui était, en fait, je traduisais, j'essayais de mémoriser, en fait, la télégraphie comme ça, quoi. Et ça marchait? Ouais, ça a marché. Parce qu'en fait, quand je me suis présenté à la licence, ben, j'ai passé tout d'un coup. Ouais. Voilà, réglementation, technique et télégraphie. Ouais. Oui. Et alors quand l'examinateur il m'a dit ah ben c'est bon déjà vous êtes FC1 parce qu'à l'époque c'était FC. Alors il me dit ah vous êtes FC1 c'est bon et il me dit vous voulez passer la télégraphie je dis bon on va essayer on va y aller on va voir. Oui. Et puis quand il m'a passé la télégraphie j'ai dit mais c'est bien lent. La télégraphie, moi je m'étais entraîné, mais sur des vitesses un peu plus rapides. Et je dis mais c'est bien là la télégraphie, c'est bizarre. Et j'ai fait 2 fautes parce qu'à un moment donné, c'est levé. Bon, ça m'a perturbé. Et en plus, ils faisaient exprès de mettre des fautes dans leur texte et tout, pour pas dire bon, mais c'est Méditerranée, tu sais, c'est écrit comme ça. Et voilà. Bon, mais et du coup, quand il m'a dit ben c'est bon, vous êtes FD, donc j'ai eu ma licence FD. J'ai démarré donc avec la licence FD en 1991. D'accord, directement, direct. Et après, je suis allé au Radio Club. Les copains, ils me disaient, mais tu viens au Radio Club et tout. Ben, je suis allé au Radio Club une fois que j'avais ma licence. D'accord. C'était F6 KRD. D'accord. Ouais. À Marseille, d'accord. Ouais. Ouais, c'est toujours resté dans le sud. Ouais, je suis toujours resté dans le sud, ouais. D'accord. Et tu te souviens de tes premiers QSO, tes premiers trafics que t'as fait, c'était sur quelle bande? C'était directement à HF ou tu t'es amusé un petit peu ailleurs? Non, je me suis amusé, c'était sur 20 mètres. Je me dis, tiens, c'est le truc tout simple. Je vais fabriquer un dipôle de 2 fois 5 mètres, je le tire entre les arbres, et c'était souvent en portable parce que j'avais une maison de campagne du côté de Narbonne, et du coup, je tendais dans les arbres, je balançais mon bout de fil dans les arbres, au plaisir de mes parents, parce que mes parents, à chaque fois, ils me disaient encore tu amènes ton matériel, vous avez un FT 901 qui prenait la moitié du coffre. Oui, c'est ça. C'était gros, donc ça prenait de la place, et je mettais derrière, je mettais des bouts d'antenne, je tirais des fils dans les arbres et tout. Ils me disaient, encore tu tires des fils, tu tires des trucs et tout. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à faire du trafic, donc sur 20 mètres, depuis Narbonne. Et après aussi, j'ai eu la chance, je m'étais fabriqué un chac tout en bois, en fait, dans les Alpes, à 1000 mètres d'altitude, au-dessus de Digne-le-Bay. Ah oui. Et là, j'avais fait un Delta Loop, mais 20 mètres. Et pareil, tous les soirs, je montais avec mon poste, mon FT 901, je le montais à bout de bras dans la colline, et je le branchais en haut dans mon chac, et puis je faisais toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et tout, sur 20 mètres. Et c'était ma bande, en fait, préférée jusqu'au moment où je m'aperçois, en fait, que, des fois, avec des faibles moyens, j'arrivais pas à faire les QSO parce que c'était vraiment le boulevard, quoi. Il y avait du monde, et j'ai dit, tiens, je vais me mettre sur 15 mètres. Et le truc, j'ai toujours travaillé après avec des monobandes, avec des dipôles monobandes et tout. Donc, je me suis fabriqué un dipôle monobande 15 mètres. Et là, j'ai fait le Népal où c'est arrivé. Vraiment, on entendait les signaux très, très faibles et on arrivait à faire le contact avec, même pas 100 watts, on arrivait à faire le contact. Et je dis, mais c'est incroyable, on entend à peine et le gars, il m'entend, quoi. Je disais, T'étais avec quoi? Avec l'électricité, avec une batterie? Tu te souviens comment t'alimentais? Parce que si tu me dis que tu montes une colline avec une batterie plus le poste... Ça m'est arrivé avec une batterie, mais après avec une batterie un petit peu plus petite, mais sinon, oui, j'avais une rallonge que je tirais. Alors, je tirais 100 mètres de rallonge jusqu'au chac. Et voilà, T'as à peu près tout fait en radio, quasiment, du 10 gigas, de la VHF, de l'UHF, de la HF, de la télégraphie, de la phonie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelles sont tes grandes étapes que t'as eues? Je pense que, en fait, au départ, ce qui a été vraiment déclencheur aussi dans la vie du club et tout, parce qu'après j'étais dans un club F5KBK que j'ai rencontré en 95 en fait, et ils m'ont dit on cherche un opérateur télégraphiste parce ils m'ont dit on fait du GMO, donc des émissions par la lune et en 400 mégas. Mais on n'arrive pas à décoder quoi que ce soit, on n'a jamais rien entendu, on ne sait pas comment ça fonctionne et tout. Et donc on a monté 8 fois 26 éléments.
et il va les diriger à la main. Enfin, il faisait tourner à la main sur la Lune, et on avait un ampli de 600 watts. Donc, à la fin de la journée, on avait même pas mal à la tête, parce qu'en fait, on était sous les antennes, on tirait, on avait mis une tente, et on trafiquait comme ça, à nuit bleu. Et les premiers signaux qu'on a entendus, c'était G3SK à l'époque. Ouais. Et c'était magique aussi, parce qu'on entendait des trucs, et après, on s'est amusé à envoyer nos signaux sur la Lune, et à voir les échos et tout, et on a fait des enregistrements de nos échos, C'était là, tu envoies carrément ton signal Ouais. donateur qui va jusque sur la Lune, et qui est le mec qui revient. Ouais. qui est logiquement plus ou moins un réflecteur, mais bon, dans le sens inverse, hein, parce Ouais. que c'est mobile, mais pas dans le bon sens, mais t'arrives à récupérer quelque chose, y compris ton écho, mais y compris l'autre correspondant avec qui tu peux parler. Alors, tu fais bien de dire, voilà, que c'est pas une surface lisse. Ah oui. Donc, ça fait comme une boule à facettes. Et suivant l'onde, en fait, le signal frappe, mais tu as un ping qui revient, en fait, parce que ça va t'éclairer un peu plus, soit. Donc, il y a des fois, tu as des pings, donc ça va revenir un peu plus fort, et ça, donc il y a des phénomènes comme ça, tu as des phénomènes de vibration, il y a plein de phénomènes, en fait, liés, donc, aux transmissions par la Lune. Et c'est un truc aussi hyper technique, parce que là aussi, on a fait appel à des OM qui étaient très, très bons en technique et tout, et qui faisaient des hyper pour nous fabriquer un bon préampli, parce qu'il faut savoir que il faut faire 800 000 km avant d'avoir ton signal. Donc 800 000 km, ça fait de la distance. Ça fait de la distance. Allez, plus pour retour. Non, mais 300 000, 500 000, Dans ton parcours, tu as rencontré également les scouts. Ouais. Tu as un parcours avec eux qui est pas mal. Qu'est-ce que tu as fait avec eux exactement? Alors, en fait, au départ, j'étais isolé, je faisais un petit peu des jamborees sur les ondes. C'est des événements qui font au mois d'octobre. Ils se rencontrent, il y a tous les scouts qui se rencontrent en fait sur les ondes. Et donc, je faisais ça un peu isolé. Et puis, j'avais mes enfants qui étaient scouts, en fait, et j'avais mon fils que j'avais envoyé en Équateur et tout, pour un camp humanitaire, en fait, en Équateur. Et on m'a dit, tiens, tu veux faire responsable de groupe, machin, laisse tomber la radio, fais responsable de groupe. Elle a dit, ben non, je vais pas laisser tomber la radio. Et puis la seule alternative que j'ai trouvée, il y avait les copains qui m'ont dit, il y a Radio Scoutisme. On m'a dit, viens avec nous, comme ça tu fais scout et tu fais radio amateur. Et tu partages en fait ton truc avec les scouts. Et donc je suis maintenant je suis équipier national scout et guide de France, donc à Jamville. T'en fais toujours? Ouais, je fais toujours. Et puis je suis coordinateur du jamboree sur les ondes pour le scoutisme français, en fait. Ah, c'est génial ça. Donc quand il y a des équipes qui veulent faire le jamboree sur les ondes, ils me contactent, ils me disent tiens, je veux Alors, pour ceux qui n'entendent, pour ceux qui ne voient pas, on a Franck qui vient nous faire un petit coucou. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Tout va bien? Vous êtes bien installé? On est bien installé. Tu vas faire un studio, vous savez ce que j'ai trouvé? Non. Du Beaujolais nouveau. Voilà, ça s'il faut. Bon, du coup, on va vous laisser. Allez, bisous à tous. Oui. Merci. Et du coup, alors. Et du coup, j'ai signé, en fait, pour rentrer dans Radio Scoutisme. Et on a organisé, donc, des jamborees sur les ondes là-bas, et on fait des fiches. T'as signé un an, finalement, je crois. En gros, c'était pour le start, et puis finalement, ça fait tu signes 20 ans, 30 ans. Oui, ça fait, peut-être 20 ou 30 ans, mais au niveau du Radio Scoutisme, non, ça fait moins que ça, quand même. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans. D'accord. Ouais, que je suis avec l'équipe Radio Scoutisme, c'est une super équipe aussi. Et puis c'est sympa parce que on rencontre des jeunes. Alors souvent on me dit mais ça sert à quoi de leur montrer la radio, ça les intéresse pas, ils préfèrent Internet, ils préfèrent autre chose. Mais il faut savoir que des fois, quand ils voient la télégraphie, ils viennent, le morse pour eux, ils disent, oh putain, c'est génial et tout. Donc ils vont s'amuser, ils découvrent et tout. Et ils laissent tomber tout, le téléphone et tout. Ils font que du morse, ils vont essayer de taper leur prénom, ils essayent de faire les trucs. Et il y a certains zones qui m'ont dit, oui, mais ça sert à rien de faire ça. J'ai dit non, mais moi, c'est juste une graine que je plante. C'est pas parce que je fais ça qu'ils vont devenir radioamateurs. C'est ça. Mais c'est que ça va peut-être mûrir dans leur esprit et que dans 20 ans ou 30 ans, ils diront quand j'étais scout et que j'étais petit, j'ai fait de la radio, j'ai fait du morse avec une lampe, j'ai fait des signaux, machin et tout. Et ils diront, tiens, je vais passer ma licence, ou voilà.
Est-ce que tu sais si tu as des scouts qui sont déjà devenus radioamateurs par la suite ou pas encore? Je sais pas trop, non, je sais pas si ça pourrait parce que il y en a que j'avais rencontré donc qui pourraient et non, je sais pas si Parce que alors, moi je vais te le dire, parce que justement j'étais à Janville pour des youngsters, j'ai été leur faire un petit coup. Et dans les youngsters, il y avait quelques scouts qui étaient radioamateurs, et je ne savais pas qu'il y avait des youngsters, mais ils sont venus faire un petit coucou comme ça là-bas. Donc, tu vois, ouais, c'est cool, voilà, c'est génial même. Moi j'avais eu Jules justement pour Janville. Bah oui. Et j'avais donné le contact. Le site était juste extraordinaire. C'est bien. Moi, je vois comme ça, si tu veux, c'est que c'est un échange et un partage, en fait. Oui, c'est le radioamateurisme, ouais, c'est ça. Le âme spirit, comme on dit, je veux dire, quand si je vais pas garder les choses pour moi. Je vais pas dire, tiens, j'ai trouvé un super site au Frioul, et dire, ah ben tiens, je le garde que pour moi, je le donne à personne. Bah non. Donc j'ai dit, Fred, tu veux aller au Frioul? Bah tiens, je te donne les clés, tu vois le gars, et puis tu te débrouilles avec lui, et maintenant, il y en a plein où je vais dans les radioclubs faire des actions pour les scouts, pareil, et ils le font tout seuls après. Et moi, c'est le but, en fait, rechercher. J'ai dit, tiens, c'est bon. Les gars, maintenant, ils font tout seuls, ils ont plus besoin de moi pour faire ça. Ben, je vais aller sur un autre endroit, et puis, tiens, je vais discuter avec d'autres scouts, et puis faire d'autres trucs, quoi. Ouais, c'est ça, c'est passer le savoir. C'est aussi passer l'envie de donner envie aux autres. Et ça, c'est bien. Et j'ai rencontré du monde, en fait, qui disait, ah non, mais là-haut, à tel endroit, tu peux pas y aller, il faut des autorisations, machin et tout. Donc, et il disait, non, je peux pas y aller, mais bon, ça sert à rien, parce que si on n'y va pas, il y a personne qui y va. Donc, faut faire de la demande, il faut essayer, il faut oser faire. Il faut essayer de se dire, ben voilà, on peut pas, mais comment on va pouvoir essayer de passer soit autrement, ou soit demander les autorisations. Alors, dans ton parcours, tu as aussi un parcours assez atypique parce que c'est rare des gens qui font du hyper. Tu as fait du 10 gigas. Ouais. Comment ça t'est donné le truc de se dire, bah tiens, aujourd'hui, on va aller faire du 10 gigas? J'allais dire, je vais citer personne, mais je vais citer quand même 6 BVA qui est connu dans le monde des hyper, Michel, et c'est lui avec qui je montais souvent sur le point rond, tout ça. Notamment sur la montagne de Lyon, et il m'a donné envie de faire du 10 gigas, et il m'a monté ma station 10 gigas. C'est lui qui m'a préparé ma station 10 gigas, qui m'a donné ma station 10 gigas, quand j'ai monté à la maison, en fait, à fixe. Donc, ça me permettait de pouvoir faire du trafic quand je voulais. Parce que souvent, il me dit, ah bah tiens, sur 10 gigas, il y a une ouverture Rainscatter. Rainscatter, on fait des émissions par les orages, tu vois, les gros orages. On vient, en fait, sur les gouttelettes de pluie, ça fait une diffraction, et ça repart. Donc, tu fais des émissions comme ça par les rebonds, quoi. Par rebonds sur les gouttelettes d'eau. C'est ça. Et en fait, quand j'allumais ma station à la maison, quand j'allume la station, je regarde, j'ai dit, ah, tiens, je vois des balises, en Suisse, machin et tout. Ah, bah, tiens, il y a du RS, il y a une zone d'orage à tel endroit. Pour pouvoir faire des liaisons. Et c'est comme ça que j'ai fait de chez moi, Paris, Beauvais, combien de kilomètres à peu près, c'est quoi? 800 bornes, ouais, 800 bornes, en 10 gigas. Un 10 gigas, ouais. C'est le 10 watts, quoi. Voilà, 10 watts, c'est 65 km de câble, tu vois. Et pourtant, ça marche bien. Et puis, des fois, quand ils sont, parce que tout le monde ne fait pas de la télégraphie, donc quand ils sont en phonie, si tu veux, je leur ai dit, passez à un FM, parce qu'un FM, ça marche mieux, on entend mieux, FM, c'est moins déformé, et puis voilà. Alors, faut savoir un truc, c'est que sur 10 gigas, le matériel, c'est pas du matériel que tu achètes comme ça dans le commerce, c'est du matériel fait maison, quoi. C'est ça aussi qui est magique, ça allie la passion du DX, parce que 800 km en 10 gigas, c'est du DX, hein, c'est clair. Mais ça allie aussi une partie technique, une partie connaissance, une partie apprentissage. C'est vraiment de l'expérimentation pure et dure. Bon, surtout que sur 10 gigas, si on ne connaît pas, enfin, si on n'est pas minimum formé, en fait, à faire des liaisons en 10 gigas, on se peinte rapidement. Moi, sur QO100, parce que je fais aussi du QO100, une fois, j'étais chez un copain, j'ai dit, tiens, on va faire du QO100, le satellite, il est par là, j'ai même ma parabole, et j'ai dit, mais j'entends rien du tout. Et il a fallu que je la déplace de quelques mètres, parce qu'il y avait un arbre juste en face, et il y a un arbre,
t'as de la végétation, c'est mort. C'est après tout. Voilà, ça coupe. Ça coupe complet. Voilà. C'est complètement. C'est l'un des rares trucs qu'on se fait faire ça chez moi, enfin à KMI, parce que celui que tu sens les arbres. Moi, c'est une maison qui est en face, mais alors il faut que je sorte d'antenne, il faut que je me mette en portable pour pouvoir avoir quelque chose dans une ouverture, sinon ça passe pas du tout. C'est une activité très atypique pour toi parce que tu passes du Digica au DX, mais tu fais aussi de la PRS. J'ai vu aussi. Tu fais aussi du LoRa PRS. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est là? Déjà la PRS et puis le LoRa PRS, parce que ça c'est sympa aussi à faire. Voilà. En fait, comme je te disais, je suis curieux de tout, donc faut que je teste un peu tout. Et j'ai dit tiens, il y a des petits modules faciles maintenant à mettre en œuvre, des petits modules LoRa. On achète 3 francs 6 sous, je veux dire. Oui, c'est ça. Et j'ai dit tiens, pourquoi pas faire fabriquer un tracker. Alors au début, c'est pareil, c'était pour les scouts. On leur a mis dans le sac à Janville. Alors, on mettait dans le sac à dos et on les suivait sur le parcours, en fait, sur Janville, on les voyait dans les arbres et tout. On avait un digipiteur, en fait, et qui recevait. Ensuite, ils avaient un tracker, en fait, eux, on arrivait à les suivre. Du coup, après, je l'ai mis dans mon véhicule. Ça me permet, des fois, en fait, quand j'ai rendez-vous avec des copains, je dis, ah bon, tiens, et je regarde, je dis, ah, mais il est à tel endroit, il est pas loin, il arrive, je le vois, il est sur la route, il va arriver dans 10 minutes. Alors, il y a beaucoup d'autres points. Il y a encore beaucoup d'APRS ou ils sont tous passés sur du LoRa APRS? Ils sont beaucoup passés sur du LoRa APRS maintenant. C'est dommage. Ouais. C'est un peu dommage qu'ils aient perdu un peu l'APRS avec les pockets et tout, les trucs modifiés, des baufins, tu pouvais faire ça avec ça, ou alors avec des Yeezu, des petits FT1D, 5D et compagnie, tu pouvais déjà faire pas mal de choses, mais c'est vrai que ça se perd un petit peu, même en mobile, le trafic mobile se perd un peu trop. Bon. L'une de tes grandes passions, c'est quand même l'OBX. Là, tu dis donc, on dit le LoRa APRS, mais là, il développe de plus en plus, en fait, le LoRa APRS vers chez nous, là, depuis Nice ils sont en train de le développer. On a même monté sur le Montévoile, j'ai des copains, on monte très souvent sur le Montévoile pour mettre des trucs à l'IS pour la réception des avions, on fait qu'est-ce qu'on fait encore? On fait tout un tas de trafic, de réception depuis le Montévoile, donc on s'amuse, on s'ennuie jamais, on a beaucoup trop de choses. Du coup, tu as mis un petit point là-haut. Ouais, on a mis un peu en haut, on a mis des antennes de réception AIS, ADSB, oui, il y a tout des trucs. Et du LoRa APRS. Le LoRa APRS, on a mis aussi. Oui, du coup, ça couvre bien quand même, ça. Ouais. Et on a un WebSDR en haut. Ah, ça, c'est ça chef, il fait VHS, on fait la montée un peu tous les... Tu l'as monté juste quoi, 400 mégas ou un petit peu plus foraine? Un peu 400 mégas. 400 peu. C'est déjà bien, c'est largement suffisant pour un WebSDR qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'un certificat radioamateur ou quoi que ce soit. Tu te connectes sur le site et on a mis un serveur en haut, donc on peut se connecter à une vingtaine de personnes sur le WebSDR. C'est génial, ça. Pas mal. Du coup, tu fais aussi du DX, du coup. Ça t'est venu dès le départ, la passion du DX, ou est-ce que tu as découvert ça un peu plus tard? Un peu plus tard, parce que j'étais jeune, donc au début, pas trop, mais après, c'était vraiment ce côté magique, en fait, de dire, j'arrive à faire des liaisons avec, à l'époque, il faisait la Nouvelle-Calédonie, des trucs comme ça, c'était fabuleux, quoi. C'est venu petit à petit. Alors, j'écoutais pas assez, parce que des fois, mon frère me disait, mais tu écoutes pas, tu n'entends pas qu'il y a un gars d'Afrique qui appelle, alors que tu appelles un gars en Amérique du Nord, c'est tout l'Amérique, et puis il y avait un Africain qui me répondait, et moi j'écoutais pas, donc je continuais à appeler. Il m'a fait un signe, écoute, il m'a dit, j'écoute pas. Mais bon, du coup, ça a un peu changé maintenant, j'essaie un peu plus d'écouter. Tu te souviens de ton premier contact? Mon premier contact DX, celui-là qui t'a peut-être marqué, qui t'a laissé vraiment une... Le premier contact DX, en fait, c'était, j'allais te le dire, c'était quand je faisais de la CB, j'ai contacté Fos-sur-Mer.
Et le gars du magasin, à l'époque, c'était GES, il me disait, oh, putain, tu as contacté Fos-sur-Mer, mais c'est super bien, ça. Et je dis, ouais, j'ai contacté Fos-sur-Mer avec une antenne magnétique posée dans la maison sur une boîte en fer, donc ça faisait pas 30. Et j'ai dit, ben, l'ODX, c'est pas la distance, mais c'est la rareté. J'ai dit, de chez moi, je pouvais rien faire, j'ai contacté le gars au bout du quartier, j'étais content. Et là, j'avais fait un mec qui était à 30 bornes. Je dis, putain, j'ai fait un mec à 30 bornes sur la civile, tu vois. Mais j'ai dit, mais c'est fabuleux, quoi. Alors, des fois, on s'est dit, ouais, le DX, c'est loin, mais non, des fois, le DX, c'est un truc rare, avec une rareté, quoi. C'est vrai. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai commencé aussi par des 27 mégas, et j'étais tellement encaissé pendant 5 ans, 4-5 ans, j'avais pas en plus, j'étais en immeuble, je pouvais pas monter à la tête, je pouvais rien faire, donc, j'arrivais à faire 30, 40 km, 50 km, mais c'était le bout du monde pour moi. C'est limite si je demandais pas une carte QSL. Moi, c'est pareil. Il se moquait un peu de moi, il rigolait, le vendeur, en disant, ouais, tu as fait un DX, tu as fait ça, mais bon, pour moi, c'était l'autre bout du monde, quoi. Oui, c'est ça. T'avais quel âge, tu te souviens? Ouais, je devais avoir 12, 13 ans. C'est magique, à cet âge-là. Et j'étais dans un immeuble, pareil, j'avais pas d'antenne à l'extérieur, j'avais mon antenne posée magnétique sur une boîte en ferraille, et je suis arrivé à faire ça, et j'ai dit, merde, mais c'est super. C'est vrai. Ouais. Et du coup, ça t'a donné l'envie d'aller. Tu t'es amélioré, t'avais passé les 30 km, j'espère maintenant. Oui, j'ai fait 800 000 km par voilà. Et tu as fait une rencontre qui est quand même avec une belle association qui s'appelle le Clipperton DX Club. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu? J'ai une autre anecdote aussi. Vas-y. Sur le trafic, parce que je fais pas mal de trafic sur 29 FM. Et je m'éclate sur 29 FM. Et une fois, je dis à un copain, j'ai dit, tiens, on fait un essai, un copain qui est du Gablon, Alain. Et j'ai dit, on fait un essai sur 29, je t'appelle et tout. Il me dit, ouais, ça va, je t'appelle sur 29 FM. Et je l'entends pas. Et j'entends un autre signal. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était un VK6, en fait, qui me répondait sur 29 FM. Ah, c'est beau, ça. Oh, je dis, mais et là, c'était incroyable, quoi. Je dis, mais c'est pas croyable. Les signaux, ils arrivaient 9 plus 10, et le gars, VK6 hier, je crois. Et j'ai dit, mais c'est un truc de fou, quoi. Et après, depuis, enfin, quand j'étais à l'expédition, je me suis toujours amusé à faire du 29 FM, à faire du relais américain, depuis le Pacifique Sud, tu vois. Justement, des expéditions, t'as fait quoi comme expé? J'ai eu la chance en fait de faire les marquises en fait Tango XC7 Lima TX7L, la première qui était en novembre 2023. Ouais. Il y a eu un podcast qui a été fait déjà. Oui, je sais. Ouais. J'ai entendu. Ouais. C'est Franck, je crois, qui a fait un podcast. Ouais, j'avais écouté. Et donc en 2023, donc c'était la première expédition, mais je devais partir au départ. Je devais partir au Cameroun. Et t'as switché pour aller là-bas. J'étais avec le Méditerranéen et ils me disent oui, on cherche un opérateur. Je dis bon ben je viens. Et puis après ils ont dit on cherche un opérateur pour les îles Marquises. Et du coup j'ai rappelé le dernier. Je dis ouais mais je pars aux îles Marquises. Voilà donc du coup j'ai switché du Cameroun aux îles Marquises. C'était pas ta première expé? Si. Ok. Alors et après j'ai fait TX7N en janvier 2025. Voilà. Donc ça c'était la deuxième expédition que j'ai fait et en fait c'est là-dessus que j'aimerais bien rebondir parce que souvent les expéditions si on te donne pas l'opportunité de partir à l'expédition, il y a des très très bons opérateurs dans des radioclubs et tout qui pourraient partir à l'expédition finalement. Oui. Mais ils sont jamais recrutés parce que on les connaît pas. Tu vois, ou alors à la limite ce serait venir ici au Radio Club pour qu'on te connaisse un peu, que tu à KOP, savoir comment tu trafiques, ce que tu veux, etc. pour qu'ensuite on te dise bon ça va, il vaut le coup, on peut le prendre en expédition, voilà. Mais c'est vrai que des fois il y a des risques à prendre du monde comme ça, à recruter du monde que tu connais pas quoi, finalement. C'est le risque parce que si le gars sur une expédition, il y a pas que des talents d'opérateurs, il y a aussi à vivre à seul. Parce que là, vous partez à 10. Il y a la cohésion du groupe, il y a la cohésion de groupe, il y a la vie, parce que automatiquement, même s'il y a des joies et c'est une belle expérience, il y a tôt ou tard un moment où ça se fait et il faut savoir redescendre, temporiser et profiter de cette belle aventure.
t'as connu le DX Club, le Clipperton DX Club. Comment tu l'as rencontré Alors, déjà, c'est quoi le Clipperton? Voilà, avant tout, donc, je voulais dire que le Clipperton DX Club, c'est une famille, en fait. C'est comme une grosse famille. On est tous une bande de copains, et on essaie de partager la même passion, le DX, en fait. Et le Clipperton DX Club, il a été fondé donc en 1978, parce que c'est comme Ciscaop, finalement. Quelque chose à dire. C'est ça, une chose près. Et suite à une expédition sur l'île de Clipperton, donc il y a une équipe, il y avait quelques OM qui sont partis à Clipperton et qui ont décidé, tiens, on va monter le club du Clipperton DX. Et donc du coup, si tu vas me dire à quoi ça sert le Clipperton DX, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dessus? Parce que c'est pas un radio club local. Ouais, c'est pas un radio club, c'est une association, donc les membres sont partout en France. Ouais, au-delà. Oui, on a, là, sur la dernière convention, on avait un OM de Bonfim qui est venu, il y avait un Italien, il y avait des Grecs, donc c'est international, quoi. Il y a du monde de partout qui viennent, qui adhèrent. Il y a beaucoup d'adhérents aux États-Unis et tout ça, quoi. Et du coup, alors, c'est quoi exactement? Alors, à quoi ça sert le Clipperton DX Club? Ça sert à subventionner en fait les expéditions. Une expédition, ça coûte très cher quand tu pars en expédition. Dire KOP, ça ce que c'est exactement. En fait, la mise en œuvre, puis c'est très cher. Après la location du matériel sur place, parce que ça prend pas en charge, si tu veux, ton billet d'avion. Ça, on va jamais payer ton billet d'avion. On va dire bon, tu payes ton billet d'avion, mais on va payer une partie du gasoil, une partie de voilà. Donc c'est une aide financière qu'on apporte donc aux expéditions et ça c'est en fonction des adhésions. Au départ, quand on a démarré quand ils ont démarré le Clipperton DX Club, ils donnaient 100 €, 100, 200 € sur les expéditions parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'adhérents. Et oui, donc ils pouvaient pas forcément donner beaucoup. Et maintenant, pour 3 €, on a donné 1500 €. Tu vois, ce qui est déjà bien. C'est bien, c'est bien. Donc ça tourne maintenant, ça tourne plus aux alentours de 500 000. Voilà, 500 000. Après c'est l'argent des cotisants, quoi. Donc c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de dossiers qui arrivent sur le bureau du Clipperton. Ouais. Énormément. Et du coup, on réunit le bureau à chaque fois, on fait une réunion, et une réunion, on discute, on dit, alors elle leur donne combien à eux? Elle leur donne, ce KOP, non, on va leur donner 5 € peut-être. Mais ça, j'ai passé ça. Non, mais je plaisante parce que bon, généralement, on en discute avant et tout, mais après, on a une charte, en fait, qui est sur notre site, où s'il n'y a pas de QSE numéro, on ne donne pas de subvention. Oui. Voilà, on essaie de donner des règles pour dire c'est normal de ne pas donner de subvention s'il n'y a pas de QSE numéro. Voilà. Et après, il y a aussi, on veut privilégier le mot humain, si tu veux. Ça, c'est double, la phonie. Ouais. Et puis, si tu fais plus de 60% de numérique, t'as pas de subvention. Tu vois? C'est assez logique. Parce que tu peux partir en vacances et dire, tiens, je mets mon truc en route, en automatique, il va faire des QSO, je reviens, il en a fait 1000, 2000, c'est bon, je récupère mon truc et je suis allé à la plage. Ouais. Donc voilà. Donc, là aussi, on a mis des règles en disant, voilà, on va faire 40-60, en fait, s'il y a plus de 60% du mode numérique, hop, ça passe pas. D'accord. Ouais. Tu es devenu président. Tu as commencé direct, tu as été adhérent, puis tu es passé président, tu as eu d'autres fonctions. Alors, là, tu vas rigoler parce qu'en fait, on m'a dit, viens à Clipperton, tu vas faire des badges, il nous faut un gars qui fasse des designs, qui dessine un petit peu les badges et tout. Donc, je suis rentré comme ça, moi, pour dessiner le badge, faire 2-3 trucs et tout. Et c'est toi qu'on voit le logo, des petits Clipperton qu'on voit sur les polos et tout. Non, quand même pas. Ça date de j'étais jeune à l'époque, quand ils ont créé le club, mais non, c'est non, mais en fait voilà, c'est je sais plus donc du coup tu as fait tes badges.
Ouais. Et puis après, t'as fait quoi d'autre? Et après, ils m'ont dit, il y a eu une réunion, ils ont dit, qui veut faire président, et personne n'a levé le bras, et je sais qu'il y avait l'ancien président qui désirait, en fait, se retirer, quoi. Généralement, on reste 3 ans, 2-3 ans, et après, parce que ça demande énormément de temps, il faut partir après sur les différents salons, il faut être un peu présent un peu partout, voter les subventions, tout ça, et ça demande du temps, et du coup, il y a personne qui levait la main, et j'ai dit bon, il y a notre Franco national qui m'a dit, ah mais vas-y, toi tu fais président, hein. Il a poussé tout le monde, il pousse tout le monde, il a dit ah tiens tu fais président, mais du coup voilà, j'ai signé. Ça fait combien de temps maintenant? Ça doit faire un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus, oui, parce que l'année dernière t'étais, et puis là t'as été reconduit. Ouais. Bah, c'est génial. Ouais. Et les grands projets du CDXC. Les vrais projets du CDXC, bon, pour le moment, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de projet, non. Pas de grosses expéditions qui vont arriver, de petits trucs que tu pourrais nous dire. Secret défense. Ah, mince. Non, pas vraiment de, ouais. Bon. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ne sont pas encore indicativés. Si tu devais donner un petit message à ces gens-là, si tu devais dire, bah tiens, passez votre examen, ça vous donne ça, c'est quoi le message que tu pourrais véhiculer, que tu pourrais donner à ces gens-là? Bon, je pense que il faut se jeter à l'eau, en fait. Il faut y aller, s'inscrire. Alors, je sais que j'avais des copains qui ont dit, bah, tiens, je t'ai inscrit à passer la licence, tu passes la semaine prochaine. Tu n'as pas le choix, tu passes la semaine prochaine. Donc, ils se sont retrouvés vraiment au pied du mur à dire, bah, je vais passer la licence. Maintenant, bon, parce que souvent on dit, oui, on va le faire, et on repousse tout le temps, mais au final, on le fait jamais. Mais je crois que, ouais, il faut à un moment donné, même surtout maintenant, je veux dire, c'est facilement, c'est atteignable, quoi. Il y a pas de difficulté. Et puis, il y aurait plus d'intérêt que tu es au Radio Club, le fait que tu formes des jeunes si c'est pas pour les pousser à partir de la licence, quoi. Ah bah oui, une fois que la personne rentre de toute façon dans un système de formation pour devenir radioamateur, oui, le but c'est qu'il obtienne son certificat et de faire tout pour qu'il passe les certificats mais qu'il devienne radioamateur. Tu deviens pas radioamateur comme ça de toute façon. C'est pas parce que tu as passé une épreuve, c'est pas parce que tu as passé une épreuve sur 20 minutes, enfin sur une demi-heure, 1 heure que tu peux me dire bah maintenant je suis radioamateur. C'est comme le permis de conduire. Tu le deviens avec ce que tu vas faire, avec tes expériences, fréquenter les radioclubs. Et souvent, il y a certains gens qui disent, ah, mais je m'ennuie, enfin, vous étouffez, machin et tout, mais on n'a jamais tout fait. En fait, il y a tellement de possibilités dans la radio, qu'on fait du météorstateur, on fait du one-scatter, en fait, il y a plein de possibilités, même techniques, hein. Il y en a, je sais plus si on a discuté, mais il y en a qui, ils trafiquent jamais, il faut que de la technique, il faut, que des préamplis, ils fabriquent, ils ont des labos, ils fabriquent, on les entend très peu, ou quasiment pas. Et c'est comme certains qui me disent, ah ouais, moi j'aime pas tel mode, le mode numérique, non, moi ça m'intéresse pas. J'ai dit, mais tu fais quoi d'autre? Tu fais la phone ou tu fais une AC-double? Ah non, je fais rien d'autre. Bah, alors, oui, on peut essayer. Je veux dire, tu peux essayer de toucher à tout et dire bon, c'est vrai, ça me plaît pas. Alors, voilà, c'est tout. Mais si c'est comme si ton enfant te dit bah j'aime pas la soupe, tu as goûté, non? Tu la goûtes avant et après tu me diras. Ouais, tu vois, c'est un peu j'aime pas la soupe. Mais c'est un peu dans le style, si tu veux. Oui, c'est ça. Les gens ils te disent ouais j'aime pas, c'est nul. Mais si tu as jamais essayé, tu peux pas savoir. Et puis, c'est pas la vie de tout le monde aussi. On dit le FT8 ou les trucs, c'est pas bien. Mais il y en a certaines, j'ai dit ça, qui ont contacté un pays machin et tout, ou c'est l'ordinateur qui a contacté votre ordinateur, comme bon là, mais et qui disent j'ai la QSL de TXTL parce que je les ai lus en numérique et j'ai pas pu le faire sur une autre mode parce que j'ai que du watt, j'ai une antenne tout le truc. Il les a déjà fait. Ouais. Il les a déjà fait quand même. C'est déjà beau. Ah ouais. Même si effectivement, pour moi, c'est vrai quand tu jouais à l'expédition et en FT8, bon j'ai pas envie.
Honnêtement, j'en ai fait, j'aime bien, mais je me dis, j'ai envie d'avoir l'expédition. Je préfère attendre, je préfère galérer dans un pilote, je préfère, mais l'avoir en fourmi, l'avoir en vrai, des fois même un FTTY éventuellement, c'est pas pareil que le FT8. Le FT8, à la limite, je laisse la machine et puis je reviens le soir et c'est fait. Il y a plein de NTM. Et j'avoue, c'est bien pour ces OM-là. C'est de la radio déjà. C'est mieux que de passer sa journée sur Facebook. On est bien d'accord. Mais j'aime bien le petit contact quand même, se me dire, bah mais là j'ai pas eu un ordinateur, j'ai eu quelqu'un. Alors moi souvent je me sers du FT8 en fait comme un outil, tu vois. Quand je fais du 6 mètres. Je balance, je me mets un FT8, je balance, et quand je vois sur PSK Reporter que je suis spoté en Finlande et tout, je dis ça commence à s'ouvrir et les signaux commencent à être forts sur la Finlande. Tu vois, et là je tourne mon antenne, je passe en C-double, et hop, je commence à faire des QSO en C-double à ce moment-là, quand je vois que ça s'ouvre. Ou alors après je passe en phonie, tu vois. Et souvent, tu as du monde, et même souvent les gars ils sont contents parce que ils disent il y a quelque chose, il y a autre chose, parce que des fois les signaux sont effectivement quand les signaux sont à 9 plus machin dans FT8, il n'y a pas d'intérêt. Et il faut passer en phonie, il faut télégraphier. Et j'aurais tendance à dire c'est à la limite, s'il y a un moment où il faut pas faire de FT8, c'est maintenant. Parce que maintenant, tu as encore de la propagation, tu as encore des choses à faire. Il y a la phonie, la CW, ça passe partout. On est vraiment en vague haute, même si on commence à redescendre légèrement. On est quand même sur une période où c'est bien. Le FT8, quand tu auras plus de propag, quand tu auras plus rien, quand tu seras au creux de la vague, là, ça aura peut-être une utilité, je pense. C'est vrai que ça peut être sympa. Si je fais du FT8, je pourrais plus parler russe, tu vois. Ouais, parce que j'ai appris le russe sur 28 mégas. Sérieux? Ouais. Pendant 1h30, je suis resté avec MOM. Alors, j'avais fait un genre de lexique avec marqué pour parler russe en langage, en écrit marseillais, tu vois. Alors, j'écrivais en marseillais, enfin, j'écrivais mes mots comme je les entendais, et puis je faisais des QSO, et après je tournais aux pages, et je faisais un QSO, deux QSO, et à l'époque, j'avais une 4 éléments sur 10 mètres, et je tapais sur les Russes, et à chaque fois, je les appelais, et après, il a fallu que j'apprenne l'alphabet russe, en arabe, tu sais, l'alphabet international, c'est l'alphabet russe chez eux, là, si tu veux dire 4 alphabets, tu dis Fyodor Tchétchere, Fyodor Leonid Ariton, tu vois. Donc, il fallait apprendre son oreille et tout, et quand tu as entendu des gars qui appelaient comme ça, tu vois, c'était raide, parce que tu étais un peu perdu. Alors, le gars, il m'a dit, il y a un truc facile, il dit, si tu comprends pas et tout ça, tu dis, il dit, désolé, il y a des QRM. Et voilà, comme ça, vous pouvez tuer. Le mec, il va revenir un peu plus tard. Tu coupes court à la conversation. Parce que souvent, c'est le cas, c'est que quand tu commences à parler un langage, le gars, il s'emballe et il commence à te parler comme si c'était ta langue natale. Il va te dire, mais tu parles italien. Moi, j'ai regardé justement tes émissions TV, là, où tu fais les QSO et tout, tu vois, et j'ai dit, tu sais, il y a un italien, s'il commence à parler en italien, le mec, il va dire, c'est fini, là, voilà. Mais un petit gratier, un petit mot comme ça. On apprend de l'anglais. Je ne parle pas anglais du tout. Ouais, je sais parce que tu dis avant, mais il dit before. Tu vois? Oui, voilà, par exemple. Oui, complètement. Je dis, mais le peu d'anglais que je connais, je l'ai appris en étant sur les ondes. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais je ne parle pas anglais. Je lui dis, au bout d'un an, tu verras, tu vas déjà comprendre pas mal de choses. Parce que comment trafic, les conditions de trafic, le sens de l'antenne, ou quoi que ce soit, le QTH, t'arrives toujours à trouver des mots, t'arrives toujours à te dire, oui, mais là, il avait dit comme ça dans l'autre que je vais me reprendre, je vais me remettre comme ça. Et c'est pour ça que, des fois, je dis des mots, des tout petits mots, des petits trucs, mais ça fait vachement plaisir à l'opérateur. Moi, je vois, j'ai un francophone. Souvent, quand tu as un anglais qui te dit merci beaucoup, tu es content, tu parles un peu en français, tu te dis merci, à bientôt. Une fois, j'ai eu un anglais, et je pensais faire un 5-9 simplement, et notamment, ça me parlait en anglais. Donc, je lui réponds, et puis, au moment, je lui dis, écoute, moi, je parle pas anglais, donc, merci, voilà, en anglais. Et il me dit, c'est pas grave, on va passer français, ça sera mieux. Il me dit, alors, du coup, on a super bien discuté. Il me dit, mais moi, j'ai ma maison qui est en France. C'était à l'époque du Covid. Donc, l'Angleterre, à la France, il pouvait pas venir. Et il me dit, mais ça fait un an et demi que j'ai pas pu venir en France. Je suis content de pouvoir parler français. Et je lui ai répondu, moi, je suis content de pas parler anglais. Ça, parce que je ne parlais pas. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment. Je crois que tu enchaînes directement sur de la télégraphie. Ouais.
Ouais. Parce que là, t'as pris une petite récréation. J'ai dit, tiens, il faut que j'aille avec Dimitri, il faut que je coupe un petit peu avant ma session, donc du coup, voilà, tranquillement, mais c'est cool. C'est bien. En tout cas, merci d'avoir fait le trajet déjà pour KOP, pour faire, c'est venu exprès. Ah bah, moi, je suis revenu là, et puis après, il faut qu'il fasse vraiment un studio ici, quoi. C'est ce que je leur ai dit. Je sais plus, je crois que c'est hier ou avant-hier dans un live où j'ai fait sur, je lui ai dit, mais je suis tellement à KOP qu'à un moment, il va me falloir un petit studio d'enregistrement là-bas. Il y a tellement de passages, en plus, les gens viennent tous là. C'est génial. Ouais. Bah, après, on va pas redire sans arrêt qu'il faut venir à KOP et tout, parce que Franck, il va me dire, t'en es marre, j'ai trop d'adhérents. Non, mais c'est vraiment à faire. Je pense que s'il y a un club à visiter, bah, c'est KOP. C'est ce que j'ai disais à l'Assemblée Générale de KOP, justement, c'est que il y a certains radio clubs, en fait, où je vais, qui me disent, ah putain, on veut être comme KOP, tu vois, KOP, nous, c'est notre idéal, et de plus en plus, il y a des radio clubs, il y en a un sur Nîmes, F6KKK, où on commence à monter un peu des trucs un peu sérieux. Il y avait F4KKF aussi, enfin, il y en a plusieurs, tu vois, et des radio clubs qui disent, ah putain, on a vu KOP, ils sont comme ça, ils ont le truc et tout, eh ben, on va faire les stations, on va essayer de monter. C'est ça. Et les gars, ils essayent d'améliorer. Et ils ont, en fait, c'est comme leurs grands frères, et ils disent que c'est une référence, il a une référence KOP, ouais. Il devrait y avoir une référence KOP, mais c'est vrai que c'est ça, et puis c'est une grande famille. Quand il dit c'est la famille de Provins, c'est la maison de Provins, c'est ça, tu vois. Je suis arrivé, oui, tu as accueilli, t'es accueilli, et puis t'es chez toi, quoi, quelque part. T'es radio amateur. C'est pareil quand je suis monté à Vennes, il y avait le radio club F4KLR. Oui. Et la Prince 62, là. Prince 62. Et eux, ils m'ont accueilli, comme aussi, je les avais quittés la veille, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est des radio clubs qui ont compris que, de toute façon, en restant isolé, en restant bloqué dans un petit coco, comme on avait à l'époque, dans les années 80, 90, même 2000, les radio clubs, bah, ils étaient entre eux, tu vois, ils sortaient pas, ils bougeaient pas, ils faisaient pas 50 000 choses, mais quelque part, maintenant, un radio club comme ça, bah, il peut pas survivre. Il y a plus assez d'adhérents, il y a plus assez d'activités. Il faut pouvoir mutualiser, il faut pouvoir se dire, bah tiens, là il y a ça, on va faire un truc ensemble, on va faire un truc ensemble. Bah, comme ce qui se passe à KOP, parce que KOP aujourd'hui, c'est quoi? C'est une quinzaine d'opérateurs, 15 opérateurs sont aujourd'hui, une quinzaine d'opérateurs, mais issus de plein d'autres radio clubs, tu vois, c'est vraiment un partenariat excellent. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Ça marche. Et puis je te dis à un prochain épisode. Ça marche. On a plein de trucs à dire encore. Il y a plein de trucs. On peut faire un numéro 2. Merci. À très bientôt. Free audio post-production by alphonic.com.